Dimanche 11 mai 2025, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. À la une de ce journal, faire du tourisme un véritable levier de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international pour son pays. Telle est la vision du chef de l'État Patrice Talon pour le Bénin. Cependant, d'autres réformes sont déjà mises en place pour assainir le dit secteur. À suivre dans quelques instants les clarifications de Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à ce propos. Les épreuves pratiques du certificat d'études primaires CEP session 2025 sont désormais connues. Les candidats composeront en couture pour ce qui est de l'épreuve d'éducation artistique et en course de vitesse et grimpée pour les épreuves en éducation physique et sportive. C'était en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires et plusieurs cadres du monde éducatif. On en parle dans ce journal. Ligue professionnelle de football, les Buffles de Parakou se sont imposés à l'extérieur face à US Cavaliers de Niki. Les Paraquois l'ont emporté sur le score de 1-0, obtenant ainsi 3 points précieux. Vous suivrez dans cette édition les temps forts de la rencontre ainsi que les points des autres rencontres pour le compte de cette 30e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a procédé vendredi dernier à Cotonou à l'ouverture officielle de la 6e conférence internationale Afrique. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et experts en développement. Le reportage avec ESAE TV. J'espère quelques certitudes, mais où ceux qui sont dans l'action pourront tirer des enseignements sur ce que nous devons faire pour que nos pays progressent, pour que le continent progresse et pour que le continent reste un continent souverain. C'est donc dans cette attente que j'ai l'honneur de déclarer ouvert nos travaux. C'est sur ces mots que s'ouvre la 6e conférence internationale Afrique, une volonté du groupe Initiative Afrique et le ministère du Développement du Bénin. Plusieurs sujets seront abordés au cours des échanges. Le premier sujet, c'est la réindustrialisation de nos économies avec intelligence et audace. Nous ne pouvons pas continuer à être des exportateurs de matières premières brutes. Mon deuxième sujet, c'est le renforcement de nos capacités scientifiques, technologiques et humaines. Le troisième sujet, c'est comment nous construisons une souveraineté collective à l'échelle régionale et continentale. Évidemment, en fait, il y a toute la question, tous les sujets de gouvernance qui nous interpellent. Les initiateurs de cette conférence ont opté pour un thème qui correspond aux réalités africaines. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir comment penser les souverainetés africaines dans un monde fracturé et incertain, prend tout son sens. Avec la qualité des participants ici présents, je suis convaincu que nos échanges
seront d'une grande richesse et apporteront des perspectives constructives. Aujourd'hui, malheureusement, le grand problème du développement en Afrique, c'est le financement. L'Afrique a besoin de moins 400 milliards de dollars par an pour financer son développement. Je pense que c'est le moment pour l'Afrique de réformer l'architecture financière africaine pour que toutes les institutions africaines puissent travailler ensemble, main dans la main. Pendant environ 48 heures, les participants vont tenter d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, s'est prononcé sur la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, avec sa vision de faire du tourisme un véritable levier de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international pour le Bénin. C'était dans le second volet de l'émission Réédition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026, animé par les confrères Serge Ayaka de la Radio Nationale et Wahab Alekbara de Canal 3 Bénin. Je voudrais dire d'abord que ça part d'un constat. Ça part du constat que le Bénin, jusqu'à présent, n'avait que l'agriculture principalement et le transit, la logistique. Donc pour le PAG, il a fallu évidemment faire l'état des lieux et se poser la question, le chef de l'État s'est posé la question de dire mais comment nous diversifions l'économie béninoise. Et cette diversification, principalement, vous avez deux voies. Vous avez évidemment l'industrialisation que nous voyons en cours et vous avez également le fait de fructifier les potentialités béninoises dans le champ du tourisme parce que c'est une véritable industrie capable, comme le chef de l'État l'a annoncé, de créer de la richesse, de l'emploi et de nous permettre par ailleurs, évidemment, de rayonner au plan international. Jusqu'en 2016, et je l'avais dit la dernière fois, et je le répète de nouveau, et pour cause, je suis bien placé pour vous dire que le tourisme était plutôt embryonnaire. C'était un potentiel qui n'était pas, à l'époque en tout cas, prioritaire, donc que nous avions sous-exploité, sous-valorisé, alors que l'industrie touristique a le potentiel vraiment pour aider la jeunesse béninoise, pour impacter positivement le PIB et pour nous permettre de passer un palier en ce qui concerne notre développement. Donc oui, faire du tourisme ce levier important, faire les objectifs clairs, avoir à minima 2 millions de visiteurs en 2030, et 2 millions de visiteurs, en fait, c'est sur la base des anciens chiffres que nous avions. Donc sur la base de ce que nous pensions être 400 000 visiteurs, nous avions projeté 2 millions en 2030. Mais nous sommes en train, on va en parler au rang des réformes, nous sommes en train de reprendre les statistiques touristiques et nous nous sommes rendus compte que, en fait, nous n'avions jamais pris en compte les frontières terrestres. Et quand on prend en compte les frontières terrestres, nous passons de 400 000 visiteurs par l'aéroport à plus d'1,5 million en comptant les frontières terrestres. Alors, si nous sommes déjà à 1,5 million, vous pensez bien que nous allons avoir des ambitions réévaluées à l'horizon 2030. Donc, nous sommes en train d'y travailler actuellement, où nous serons peut-être à 4 millions, voire 5 millions, disons, en termes de chiffres, en termes d'ambition. Donc, oui, nous sommes aujourd'hui à peine à moins de 6% du PIB et nous projetons d'aller jusqu'à plus de 13% du PIB à horizon 2030. Donc voilà un peu pour contextualiser l'état des lieux et la vision et nos ambitions. La ville de Cotonou a accueilli cette semaine la 7e édition du Bénin Investment Forum, un événement qui accueille des milliers d'entrepreneurs et économistes venus de partout dans le monde. Les secteurs stratégiques retenus vont de l'intelligence artificielle aux industries culturelles créatives. Investir au Bénin, ce n'est plus un pari, mais une réalité concrète, accessible et pleine de promesses. Le reportage avec la télévision nationale. Le forum d'investissement au Bénin s'installe pour 2 jours, rassemblant des délégués venus d'une trentaine de pays de la sous-région. Cette 7e édition s'articule autour d'un message fort, choisir le Bénin.
un appel à l'action lancé à tous les porteurs de projets et investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. Ce forum qui est devenu aujourd'hui un carrefour des acteurs de croissance et surtout de créateurs de richesses, doit être un espace de mise en relation directe entre les porteurs de projets, les opérateurs économiques et les investisseurs. Il doit être aussi un laboratoire d'idées. Autour de cet exercice sont réunis des acteurs clés du secteur financier, des représentants de l'État ainsi que des acteurs institutionnels engagés aux côtés des entreprises. Aujourd'hui, ce que nous proposons et que nous pensons être une solution adéquate pour le développement et le financement des PME en Afrique, ce sont les fonds d'investissement à capitaux taille PME. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est votre maison pour vous accompagner à trouver des partenaires pour co-investir avec vous. Le Bénin se positionne aujourd'hui comme une terre d'opportunités, avec ses zones économiques et industrielles. À cela s'ajoutent de nombreuses facilités et des avancées notables dans le domaine du numérique qui renforcent l'attractivité du pays. Création d'entreprises en ligne, paiement de tout ce qui est facture. Vous pouvez imaginer toutes sortes de factures d'eau, d'électricité, etc. Tout ce qu'une entreprise pourrait avoir besoin de liquider, la liquidation des impôts également. Donc tout ça, aujourd'hui au Bénin, nous pouvons vous l'offrir en ligne. Et ce que cela signifie pour vous, eh bien c'est moins de paperasse, c'est plus d'efficacité, c'est moins de délai, c'est plus de transparence. Le Bénin, aujourd'hui, vous offre également une connectivité numérique de qualité et à un coût raisonnable. Investir au Bénin est un rêve à portée de main pour tout entrepreneur visionnaire. Chaque séquence vécue lors de ce rendez-vous devenu incontournable confirme le dynamisme et l'ambition du Bénin sur la scène économique africaine. Démarrés le 6 mai dernier, les travaux de la visite pays ont pris fin dans la soirée de ce jeudi 8 mai 2025. Il s'agit du deuxième cycle de mécanismes d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le secrétaire général au Haut Commissariat à la corruption, à la prévention de la corruption, Charles Atidéou, a mis un terme aux travaux. Reportage signé ESAE TV. Durant ces 3 jours de travaux intenses et constructifs, notre pays a eu l'opportunité d'engager un dialogue ouvert, transparent et enrichissant avec les experts venus de la Suisse, de la Gambie, avec l'appui diligent et bienveillant des représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous avons ensemble revisiter les engagements de notre pays, analyser les progrès réalisés, évaluer les défis persistants et identifier de nouvelles pistes de renforcement de notre dispositif de prévention et de lutte contre la corruption, notamment dans les domaines de la prévention, de la transparence, de l'intégrité des agents publics et de la participation de la société civile. Le Bénin a adhéré avec conviction à ce mécanisme d'examen volontaire parce que nous croyons en l'utilité de l'évaluation par les pairs dans un esprit de coopération, d'apprentissage mutuel et d'amélioration continue. La rigueur méthodologique de cet exercice, tout comme la qualité des échanges que nous avons eus, viennent confirmer la pertinence d'un tel dispositif dans l'accompagnement des réformes nationales. Je me dois ici de saluer la qualité du travail accompli par les équipes suisses et gambiennes. Vos observations, vos questionnements et vos recommandations ont permis de nourrir une réflexion profonde sur l'effectivité de notre action
et d'éclairer les perspectives d'amélioration dans un esprit constructif. Je tiens également à exprimer la gratitude du Bénin à l'ONUDC pour l'assistance technique constante, l'encadrement méthodologique et le soutien que vous ne cessez de nous apporter dans la mise en œuvre de nos engagements internationaux. Mesdames et messieurs, le Bénin ne ménagera aucun effort pour donner une suite diligente et concrète aux conclusions de cette visite. La prévention de la corruption est un chantier structurant pour l'État béninois qui s'inscrit dans la dynamique de l'assainissement de la gouvernance publique impulsée par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Je me réjouis en cette occasion de constater que les efforts déployés par notre pays sont reconnus à l'échelle internationale et je puis vous assurer que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, fidèle à sa mission, continuera de mobiliser les institutions nationales, les acteurs de la société civile, les médias et les citoyens autour d'un objectif commun. Faire reculer durablement la corruption pour bâtir un Bénin plus juste, plus intègre et plus prospère. En réaffirmant l'engagement du Bénin à poursuivre cette dynamique, je déclare close la mission de visite dans le cadre du deuxième cycle d'évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Conseil économique et social CES du Bénin a mis un terme à la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2025. C'était ce jeudi au siège de l'institution. Les différents points abordés, les résultats et les enjeux vous sont exposés au micro de ESAE TV par Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social. Après 10 jours d'intenses travaux, nous mettons un terme à la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Lorsque je me réfère au contenu bien chargé du calendrier prévu pour nos assises, j'étais bien loin de m'imaginer qu'en si peu de temps, nous pourrions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Mais, sans compter avec la détermination affichée par tous les conseillers, toutes les conseillères, je voudrais saluer votre engagement citoyen qui prouve, s'il en était encore besoin, que nous sommes mus par cette volonté constante de contribuer efficacement aux côtés des autres institutions de la République au développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Bénin. Honorables conseillers, mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption du rapport général de la tournée du lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux qui s'est déroulée du 1er au 11 avril 2025. Comme vous le savez, cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. Au-delà du lancement officiel des activités, cette initiative a instauré une dynamique fondée sur l'écoute, notamment le dialogue et l'engagement collectif. Les thématiques prioritaires soulevées, les préoccupations recueillies et les perspectives de collaboration explorées témoignent de l'ancrage progressif du Conseil économique et social dans une logique de proximité, redevabilité et de co-construction des politiques publiques. Cet exercice fort édifiant permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour le CES. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation, un terme alternatif au team building. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer,
s'est déjà mise au travail en élaborant un projet de thème de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Cet atelier permettra à chacun d'entre nous de nous approprier davantage les nouvelles missions de notre institution qui s'arriment parfaitement avec la vision globale qui sous-tend l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Chers collègues, distingués collègues, gouverner, c'est prévoir, dit-on, ainsi en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, qui a fait ses preuves partout dans le monde, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. Cependant, vous convenez avec moi que ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Enfin, au cours de cette troisième session qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté le procès-verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'exercice 2025. Distingués membres de cette auguste institution, si nous avons atteint ces résultats appréciables à maints égards, c'est bien parce que vous êtes illustrés par votre constante disponibilité, car il faut le reconnaître, nous sommes quasiment sur toutes les plénières présents à 100% et la qualité de vos contributions aux travaux. Il ne pourrait d'ailleurs être autrement lorsque on sait que nous avions tous ensemble pris le pari de la réussite par l'action de cette institution. Ainsi, comme le dit l'adage africain, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir patiemment. Dans un autre registre, l'ex-ministre de Kérékou et de Boni-Yayi, Amos Elegbe, est décédé ce jeudi 8 mai 2025 des suites d'une maladie. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Amos Elegbe est un homme politique et universitaire béninois, proche du président Thomas Boni-Yayi. Que retenir du parcours de l'illustre disparu? Élément de réponse dans cet élément que nous propose ESAE TV. La nation béninoise vient de perdre l'un de ses dignes fils qui ont contribué à son développement. Amos Elegbe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ancien professeur d'université, ancien député, ancien ministre sous le régime du feu général Mathieu Kérékou et conseiller spécial de l'ex-président Boni-Yayi, est passé de vie à trépas dans la matinée de ce jeudi 8 mai 2025 à l'âge de 78 ans. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Feu Amos Elegbe est un homme politique et universitaire béninois proche du président Boni-Yayi. Né le 4 avril 1947 à Saverne dans le département des Collines, le défunt a été conseiller spécial aux affaires politiques de l'ex-président de la République Boni-Yayi avant d'être nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. En 2001, il a occupé le poste de ministre par intérim des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique en l'absence de Kamarou Fassassi. Il fut aussi ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme sous Mathieu Kérékou. L'ancien député élu en 1991 a été le rapporteur général du comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en études urbaines, soutenu en octobre 1975 à l'université Toulouse Jean Jaurès en France, il est aussi nanti d'un diplôme universitaire de spécialité en aménagement urbain à l'Institut d'aménagement d'urbanisme de la même ville. Feu Amos Elegbe a enseigné pendant plus de 35 ans l'urbanisme et les politiques de gestion urbaine, l'étude et l'évaluation des projets de développement, les politiques d'aménagement du territoire et les relations ville-campagne au département de géographie et d'aménagement du territoire de l'Est, Université nationale du Bénin. Détenteur d'un certificat d'économie rurale obtenu en 1972 à l'Institut de législation et d'études rurales de la faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse et d'un autre certificat d'études supérieures en aménagement de l'espace rural à l'Institut Daniel de Toulouse. Il a aussi dispensé les cours d'économie sociale et de politique publique à l'Institut national d'économie de la même université dénommé depuis
depuis 2001, l'Université d'Abomey-Calavi. Il est éligible depuis juillet 2008 au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. La coopération suisse, dans son objectif de contribuer à la pleine jouissance des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens dans un environnement où la recevabilité s'exerce efficacement, a procédé à la signature des contrats avec plusieurs partenaires. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, faisant partie des bénéficiaires de ce programme, était présent à la cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel de la place jeudi dernier. Au micro de ESAE Télévision, le chef service études et suivi d'évaluation au sein du Haut Commissariat nous en dit plus. On regarde. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est l'un des acteurs publics qui bénéficie de l'appui de la coopération suisse dans le cadre de la phase 3 du programme Redevabilité. Et c'est à ce titre que nous avons été conviés ce matin à la signature des contrats avec les partenaires relevant de la société civile. Donc pour nous, en tant qu'acteurs publics, l'engagement auprès de la coopération suisse a déjà été assuré par la signature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Donc nous, à proprement parler, nous n'avons pas de contrat à signer, mais nous sommes là en tant que bénéficiaires quand même du programme et pour réaffirmer notre engagement à faire en sorte que les ressources qui seront mises à notre disposition seront utilisées avec efficience, avec efficacité et en toute transparence selon l'orthodoxie financière prévue en la matière. On parle culture à présent. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin et le Musée national de Finlande annoncent la restitution du Katakle, un tabouret royal cérémoniel à l'État béninois mardi prochain. Le 13 mai, une cérémonie officielle va se tenir à Cotonou pour marquer le transfert de propriété. Le retour du Katakle sur le territoire national marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel conservé à l'étranger. Des précisions dans cet élément que nous propose la rédaction de Canal 3 Bénin. Le Katakle provient du royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle sur le territoire situé dans l'actuelle République du Bénin. Le terme désigne un siège royal à 3 pieds, utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l'unité. Il représente le premier siège utilisé pour le sacre du roi. En 1892, lors de la conquête coloniale du Dahomey, les troupes françaises placées sous le commandement du colonel Alfred Dodd se sont emparées de plusieurs biens précieux dans le palais royal du Dahomey. Le Katakle fait partie des 27 pièces prises par le colon et transféré à Paris au musée d'ethnographie du Trocadéro, devenu musée de l'homme en 1937. Dans le cadre d'un échange portant sur 59 objets ethnographiques provenant d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, le Katakle a été intégré aux collections du Musée national de Finlande en 1939. En novembre 2021, à la demande du gouvernement béninois, la République française a restitué au Bénin un ensemble de 26 œuvres sur 27 prises par le colon Dodd. Le Bénin a adressé une demande officielle de restitution du Katakle aux autorités finlandaises. Le Musée national de la Finlande a répondu favorablement après un travail de vérification approfondi mené en lien avec le musée du Quai Branly en France. Le processus a été consolidé lors de la visite officielle à Helsinki d'une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari les 4 et 5 novembre 2024. À la suite d'une correspondance en date du 10 décembre de la même année, signée du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, les experts des deux pays ont entrepris le processus d'élaboration du protocole opérationnel de la restitution. Un événement historique qui s'inscrit dans la continuité de restitution et de valorisation des trésors royaux du Bénin. Dans le domaine de l'éducation, la réforme de l'examen national de licence, au lieu de profiter aux établissements privés d'enseignement supérieur EPS, s'est révélée infructueuse. C'est le cri de cœur des promoteurs. Ils ont échangé à ce sujet cette semaine avec la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique au cours de l'audience accordée par Sedami Medegan Fagla. Les acteurs du secteur
directeurs ont souhaité une évaluation de la mesure entrée en vigueur au Bénin depuis plusieurs années déjà. Reportage à Canal 3 Bénin. J'ai beaucoup apprécié toutes les réformes du gouvernement, mais j'ai été déçu par la nôtre. Il est vrai que Aïe Théophane, promoteur de l'UATM Gaza Formation, fait ainsi allusion à la réforme relative à l'organisation des examens nationaux de licence au Bénin. Réforme mise en place sur la base de la réorganisation du secteur privé de l'enseignement universitaire et qui vise à valider les acquis des étudiants issus des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES. Mais après 3 ans de mise en œuvre, la dite réforme s'est avérée infructueuse pour les EPES malgré la bonne volonté de leurs promoteurs. Nous ne sommes pas contre. Bien au contraire, nous avons démontré pendant les 3 années que nous étions disciplinés et que nous étions acquis à la cause, surtout qu'on avait beaucoup d'espoir. Mais très tôt, la campagne a dérapé. Le fait de vouloir mettre en ordre les EPES est passé comme étant que les EPES étaient des incompétents. Première réaction des parents, ils ont reculé et les effectifs se sont effondrés. Lorsque nous avons dit qu'il y a réforme, si l'évaluation n'a pas suivi, d'autres décisions n'ont pas suivi jusqu'à la date d'aujourd'hui, et qu'on en est à l'installation de l'examen national et sa poursuite à vie, j'avoue que la réforme n'a pas porté ses fruits. Pour ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, il est donc urgent de marquer une pause pour évaluer. Par ailleurs, ils ont trouvé que le décret qui régit les EPES est dépassé. Des remarques à prendre très au sérieux selon la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en raison du rôle important que jouent les EPES dans le système éducatif béninois. Je leur ai dit, pour ceux sur quoi on peut les aider, on va faire les plaidoyers nécessaires pour qu'ils aient gain de cause rapidement. Parce qu'il est important qu'ils puissent survivre à nos côtés, puisqu'ils permettent d'absorber le flux qui arrive d'année en année. Et s'ils n'ont plus les capacités, si ça se dépeuple chez eux, eh ben, c'est que chez nous, ça n'ira pas forcément mieux non plus, dans le public, je veux dire. Sedami Menegan Fagla promet de maintenir les discussions avec les EPES. Pour la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, explorer toutes les pistes qui peuvent rendre le secteur privé de l'enseignement supérieur compétitif est plus qu'une urgence. Dans le reste de l'actualité, concours de start-up, conférences publiques, panels, ateliers de formation, masterclass et exposition, voilà en quelques mots les activités inscrites au programme de la 2e édition du FARI, entendez Forum africain pour la recherche et l'innovation. Le FARI qui fait donc de Cotonou la capitale de l'innovation africaine pour 5 jours. Le top de ces activités a été donné lundi dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le représentant du chef de l'État Patrice Talon et aussi devant un parterre impressionnant de personnalités. Reportage à Canal 3 Bénin. C'est un événement de grande importance qui s'ouvre à Cotonou. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est une initiative portée par la CEDEAO pour mettre en lumière l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise des jeunes Africains. Un objectif en lien avec le thème de cette 2e édition, jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Lequel thème manifeste la volonté de valoriser le rôle prépondérant de la jeunesse dans la transformation économique du continent. Cette initiative illustre avec force notre volonté partagée de faire de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la science les fondements d'une souveraineté africaine, assumée et résolument tournée vers l'avenir. Le FARI 2025 est plus qu'un événement. Il est l'incarnation d'une Afrique nouvelle, désireuse de sortir du mimétisme et résolument engagée dans sa voie pour des innovations scientifiques et technologiques orientées vers ses propres défis. La première édition du FARI, tenue à Abuja en octobre 2022, avait recommandé la création des mécanismes de fonctionnement et de financement durable de l'innovation
le renforcement de la coopération scientifique régionale et la mise en place de politiques nationales inclusives au service de la jeunesse entrepreneuriale. Des résolutions qui trouvent aujourd'hui un écho concret à cette deuxième édition dont le thème interpelle, engage et appelle à l'action. Nous nourrissons donc l'espoir que cette édition de Fari soit plus qu'un forum, mais qu'elle soit une scène de révélation, un levier de synergie et un catalyseur d'opportunités concrètes au service d'une Afrique créatrice de valeur par et pour sa jeunesse. Placé sous le signe de l'avenir de la jeunesse et de l'ingéniosité africaine, le Fari 2025 attend plus de 115 startups de l'espace CEDEAO pour exposer leurs inventions, plus de 20 000 visiteurs pour découvrir à Cotonou du 5 au 9 mai 2025 une Afrique créative et scientifique tournée vers le futur. Le Bénin enregistre un recul dans le classement 2025 de Reporters sans frontières RSF, passant de la 89e à la 92e place. Le pays affiche un indice global de 54,6 contre 56,73 l'année précédente. Ce déclassement reflète un recul des indices de la liberté d'expression en raison de son financement largement tributaire des contacts publics et de la publicité des grandes entreprises. Au micro de ESAE TV, le consultant politique et ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Agapite Napoléon Maforican, commente ce classement. Suivons ensemble. D'abord, sur le principe, ces classements sont commentés diversement selon que l'on ait gagné des points ou qu'on ait perdu des points. Mais en réalité, nous devons apprendre aussi à les lire. C'est les indicateurs. Les notes sont données par des nôtres, des Béninois, avec lesquels ces organisations sont en lien, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Donc, ça dépend de la sensation, du reflet que la personne a. Aujourd'hui, on peut dire au Bénin qu'aucun journaliste n'est en prison, aucun journaliste n'est poursuivi, aucun média n'a été fermé en 2025, en 2024, oui. Quoi encore? L'opposition n'a jamais été empêchée d'avoir accès aux médias. En tout cas, je dirais un organe de presse où nous offrons des espaces à l'opposition. Parfois, il faut leur faire la cour. Il faut courir après eux. Il faut qu'ils vous délèguent une personne ressource. Je dis tout ça pour dire quoi? La liberté est relative. Il y en a peut-être qui la veulent totale, sans limite. Il y en a peut-être qui se disent, comme le bon sens, qu'aucune liberté n'est absolument sans borne. Que toute liberté commence là-haut, s'arrête celle de quelqu'un. Et donc il faut l'État régulateur pour gérer un peu les flux et les influx. Donc, Reporters sans frontières est dans son rôle. C'est ce classement. C'est attendu par certains gouvernants, peut-être banalisé par d'autres. Reporters sans frontières a ses indicateurs, ses indices. Donc on ne peut pas dire que c'est un mauvais travail. Mais moi, je pense que Reporters sans frontières au Bénin, en réalité, si on veut être lucide, n'a rien à dire au Bénin. Parce que je pense que le problème que rencontrent les confrères concerts sur le problème économique. Et donc, le problème économique, vie chère, comme certains le disent, n'est pas la création des gouvernants. C'est une situation conjoncturelle auquel le gouvernement tente de trouver des réponses. Et même en tentant de trouver des réponses, il peut violer d'autres lois, d'autres droits. Et on se mettra à la place du serpent qui mange la queue. Donc, c'est à vous dire vraiment que la liberté est un problème polysémique. La liberté de presse l'est tout autant, mais il n'empêche, il y a tout au moins quelques petits critères. Et pour les respecter, on peut dire que le Bénin est bel et bien l'état de liberté de presse, c'est que les 3 points perdus ne sont que, disons, ce que l'on appellerait un des plus phénomènes.
Revenons au domaine de l'éducation. Les épreuves pratiques du certificat d'études primaires CEP session 2025 sont désormais connues. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Le tirage au sort des disciplines concernées a eu lieu vendredi dernier à Porto Novo. Les candidats composeront en couture pour ce qui est de l'épreuve artistique, d'éducation artistique et en course de vitesse et grimper pour les épreuves en éducation physique et sportive. C'était en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires et plusieurs cadres du monde éducatif. Reportage à Canal 3 Bénin. Course de vitesse et grimper pour l'épreuve d'éducation physique et sportive et couture pour l'épreuve d'éducation artistique. Voilà les matières optionnelles dans lesquelles composeront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2025. Que ce soit en éducation artistique qu'en éducation physique et sportive, toutes ces composantes ont fait l'objet d'apprentissage durant l'année scolaire 2024-2025 qui est en train de tirer à sa fin. Donc ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose auquel vous êtes déjà habitué. Puisqu'à l'emploi du temps, il est bien inscrit de plage horaire pour l'éducation artistique, également pour l'éducation physique et sportive. Le ministère et l'État béninois continuent de faire confiance à vos enseignants, comme quoi ils se sont acquittés dignement de leurs devoirs vis-à-vis de vous. Le grimper est une épreuve redoutée. Néanmoins, le ministre Salimane Karimou se veut rassurant et exhorte les enseignants en charge des classes d'examen à accompagner activement les candidats dans la préparation. Nous avions prévu que ce tirage au sort se fasse 1 mois avant l'examen. Une manière de vous offrir la chance de faire des rattrapages, si c'est encore nécessaire. Et je suis convaincu qu'il est encore nécessaire de faire de rattrapage, surtout en grimper, pour éviter autant que possible des incidents. Cela me paraît important parce que par le passé, nous avions enregistré quelques cas d'accidents lors de cette épreuve. Mettez bouchée double et vous avez encore le temps de le faire. L'examen du certificat d'études primaires est prévu pour se dérouler du 2 au 5 juin 2025. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a procédé le samedi 3 mai dernier au lancement officiel des travaux dirigés dans le cadre des examens nationaux au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. C'était à l'école primaire publique Bégamé Sud et au collège d'enseignement général d'Akpakpa Centre. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Désormais 5 ans que la mairie de la ville de Cotonou offre aux élèves du primaire et du collège des travaux dirigés pour le renforcement de leurs connaissances. Cette année, l'école primaire publique Bégamé Sud et le collège d'enseignement général d'Akpakpa Centre ont accueilli les travaux. Nous avons fait le tour et nous avons constaté que les enfants sont là, nombreux. Nous avons constaté que les enseignants sont là, présents, ce qui nous rassure de la parfaite organisation de ces travaux dirigés. Une démarche qui vise non seulement à aider à mieux préparer les candidats pour le compte des examens nationaux, mais également à renforcer les actions du gouvernement à cet effet. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. La mairie de Cotonou apporte sa pierre à l'édifice et les différents acteurs, notamment les enseignants, jouent aussi leur partition. Le succès est à leur porte, nous leur avons dit, nous les avons encouragés. Le constat est qu'au fil des ans, déjà les résultats s'améliorent. C'était ça l'objectif des TD que nous organisons. Des objectifs que partagent les directions départementales. Nous sommes disponibles à faire la supervision pendant la période que va couvrir ces travaux dirigés là. Je voudrais également demander aux parents d'accompagner ces candidats-là, parce que c'est le moment
de l'intégration des connaissances. Et quand on parle d'intégration de connaissances, il faudrait que les candidats aient la bonne santé. Donc, on les invite à les accompagner pour qu'ils soient vraiment disponibles. Il y a de cela 2 ans, les enfants ont rencontré une épreuve des TD au CEP. Et l'année passée également, ça a été le cas. Donc, c'est à travers ces épreuves que les enfants ont déjà fait, une fois au TD, une fois reprise. Et au cours des examens, je pense que ça va beaucoup les aider. Et ça va également augmenter le taux de réussite dans le rang de ces enfants-là. Pour les parents d'élèves, l'organisation de ces travaux dirigés tombe à pic. C'est une surprise terrible pour moi, en tant que parent. Parce que depuis 5 ans, nous sommes en train de vivre cette révolution au niveau de la mairie de Cotonou. Et c'est grâce à un homme, Luc Onyi Atropo. Et je voudrais passer par votre canal là pour le remercier sincèrement au nom des parents et au nom de nos enfants qui sont les bénéficiaires de cette initiative-là très louable que nous apprécions tous. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il le garde aussi longtemps en bonne santé pour nos générations qui vont venir, parce que c'est la relève de demain. Et il a su bien comprendre, il a su bien comprendre que la relève, c'est ça. Occasion pour le maire de la commune de Cotonou de remercier les divers acteurs qui accompagnent cette initiative. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous aident depuis 5 ans et qui cette année encore sont rendus disponibles pour que ces travaux dirigés s'organisent dans de très bonnes conditions. Je voudrais saluer les directrices départementales, saluer les responsables à divers niveaux, saluer les enseignants qui, les mercredis et les samedis, se rendent, comme je l'ai dit, disponibles pour que ces enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut le rappeler, il y a un an environ, le département du littoral enregistrait 66,34% d'admis au baccalauréat, soit un des meilleurs taux au plan national. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée à l'encontre du professeur de droit Joël Frédéric Aïvo, dont la candidature à la présidentielle d'avril 2021 avait été rejetée. Professeur de droit constitutionnel et figure de l'opposition au Bénin, son arrestation ouvre la voie à une procédure judiciaire qui a suscité de vives réactions tant au plan national qu'international. Cette condamnation qui met en lumière les tensions politiques et les questions relatives à l'état de droit au Bénin. Au micro de ESAE TV, Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique, et Fiacre Vidjenienou, politiste lors de l'émission Info Hebdo du 3 mai dernier sur ESAE TV, sont revenus sur son arrestation. Suivons ensemble. Qui sont en prison que moi j'aurais aimé personnellement qu'ils soient libres. Par exemple, un de mes amis proches, professeur Aïsae Aïvo, qui est en prison, ça me pince le cœur chaque fois de le savoir en prison. J'aurais aimé avoir Aïvo en liberté. Il n'est une menace pour personne. Il a exprimé peut-être une opinion de trop qu'il a pensé pouvoir exprimer à un moment donné, mais il se retrouve en prison. Ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Par exemple, quand je parle du cas Aïvo, et je le dis encore vraiment avec un pincement au cœur. Mais ceux qui ont choisi d'aller directement au front. Ceux qui ont choisi, par exemple, d'affronter, comme il s'y est, et de le faire avec des armes non conventionnelles, quand ils se retrouvent embastillés, quand ils se retrouvent en prison, parfois j'ai envie d'éviter le commentaire, parce que je me dirais que à leur place, je n'aurais pas fait exactement la même chose. Donc, si, avec Mbedi, c'est en prenant en compte tous ces éléments-là qu'il parle de privation de liberté, je crois quand même que il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir oser le penser, que lorsque vous affrontez le pouvoir et que ce que vous faites, c'est dans le sens de porter atteinte à la sécurité de l'État et que c'est prouvé par le parquet, c'est prouvé par les juridictions et qu'on puisse dire qu'on vous a empêché d'être libre, je n'irai pas sur ce terrain. Il n'est pas du tout superflu de revenir sur le cas Aïvo, qui non seulement c'est un ami, c'est un professeur, c'est un frère. Aïvo a estimé à un moment donné qu'il pouvait s'exprimer sur des questions qu'il jugeait, sur lesquelles il pouvait s'exprimer en tant que technicien.
en tant que technicien. Mais ce qu'il a peut-être oublié, c'est que maintenant, il était en politique et il a donné un avis de trop. Il a donné un avis de trop. Mais chaque fois, quand je dois penser à cette question, à la question d'Aïbo, c'est avec un gros pincement au cœur. Le professeur Aïbo n'a pas sa place en prison. Il faut le laisser, il faut l'élargir, il faut le sortir, parce que il pourrait être utile à notre pays. Il est même utile à notre pays, il est utile à la discussion, il est utile à la gym des neurones. Rekia Madougou est une femme politique. Qui connaissait les risques. Et elle connaissait les risques du job. Les risques. Ça, c'est différent. Elle connaissait les risques. Mais Aïvo, je suis désolé de devoir revenir là-dessus. Je suis aujourd'hui universitaire aussi. Et je comprends aujourd'hui, un tant soit peu, la posture d'Aïvo. Hein. Aïvo qui, pour lui, c'est la défense des idées. Vous comprenez? Maintenant, Madame Madougou, moi, je sais pas. Je connais pas le fond du dossier. Voilà. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a organisé à son siège à Cotonou une cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement a rassemblé les acteurs de l'univers des médias et a offert par la même occasion aux participants le temps d'évoquer le thème de cette journée, les épineuses questions de la liberté de la presse, mais aussi les difficultés qui marquent la profession de journaliste au Bénin. Des précisions dans cet élément réalisé par Canal 3 Bénin. Professionnels des médias, responsables d'organes, dirigeants d'institutions faîtières et d'institutions de régulation. Dans ce jardin de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la presse est représentée à tous les étages. Ouvrant la phase protocolaire de cette cérémonie, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin évoque la liberté de la presse sous nos cieux et les conditions du travail des acteurs. La liberté de la presse au Bénin connaît aujourd'hui des fragilités. Pression de diverses sortes, autocensure grandissante, beaucoup d'entre nous, acteurs de médias, vivent dans une précarité inquiétante. Salaire dérisoire, absence de contrat de travail formel, défaut de couverture sociale. Cette allocution aux allures de cri de cœur est suivie de celle du président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, essentiellement articulée autour du thème de la Journée mondiale de la presse, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. Le thème de cette année interpelle les acteurs directs des médias que nous sommes, parce qu'il est primordial d'interroger nos sources d'information comme nos pratiques professionnelles, éthiques, déontologiques et managériales. Prenant la parole à son tour, le président de la HAC insiste sur l'importance d'assainir le secteur des médias. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est le problème de beaucoup de nos pays. C'est la démocratie artificielle. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des régulateurs. Nous allons réguler. Il réitère en outre sa promesse de débloquer l'aide de l'État à la presse, même s'il se heurte à un obstacle. Vous savez, c'est dans la même cagnotte que des télévisions, des radios, des journaux, actuellement, ont des contrats. L'aide sera débloquée, ne vous en faites pas, mais on m'a demandé si je veux qu'on bloque d'abord les contrats des journaux. J'ai dit, je veux les deux. Bon, nous aurons les deux, mais pour le moment, il y a un qui viendra avant l'autre. S'en est suivi la présentation officielle de la nouvelle plateforme numérique de la HAC. La cérémonie s'est achevée par un partage de repas. Retour sur cette actualité ayant marqué cette semaine, il s'agit de l'élection du nouveau pape. L'Église catholique a accueilli jeudi dernier son nouveau pape. Il s'agit de Roger Francis Prévost, devenu Léon XIV. Dans l'élément à suivre, Hubert Kedoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, décrit les enjeux de son pontificat au micro de ESAE TV. Le conclave, c'est d'abord un temps de prière.
un temps de prière pour que l'Esprit Saint inspire les cardinaux rassemblés pour présenter au Seigneur, de leur permettre de désigner quelqu'un qui désormais portera la voix de l'Église et représentera l'Église. Sera le serviteur de tous les serviteurs et servantes de l'Église catholique. Actuellement, nous avons 132 cardinaux qui sont réunis à Rome pour l'élection du pape. Ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Mais toujours est-il que les cardinaux demandent à toute l'Église dans le monde entier de prier pour eux et eux-mêmes sont comme au Cénacle, comme au temps où Marie était au Cénacle avec les disciples, pour que l'Esprit Saint opère lui-même et nous révèle celui que Dieu a déjà désigné et que nous ne connaissons pas encore. Les critères sont très simples. On demande à ce que tu sois baptisé et que tu aies fait un service ecclésiastique pendant au moins presque 2 décennies. C'est tout ce qu'on demande. En principe même, ce n'est pas la peine d'être évêque. Cependant, depuis quelques années, et l'habitude, c'est de désigner quelqu'un entre les cardinaux. La loi même prévoit que lorsqu'on n'est pas évêque et qu'on est désigné, que celui qui est désigné soit sacré évêque en même temps. Mais souvent, ce n'est plus le cas maintenant, puisque la plupart des cardinaux sont tous des évêques. Et même ceux qui étaient prêtres et qu'on les a nommés cardinals, bon, l'habitude maintenant est de les consacrer évêques d'abord avant de les faire cardinals. Donc, du coup, les critères, c'est juste être chrétien et avoir exercé une mission ecclésiastique. C'est-à-dire que tu as été prêtre ou bien tu as exercé cette mission-là pendant au moins 2 décennies. Et ça suffit largement pour être successeur de Pierre. À la tête du Togo depuis 2005, Faure Gnassingbé a prêté serment samedi 3 mai à Lomé comme président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif après une réforme constitutionnelle. Âgé de 86 ans, Jean-Lucien Savé de Tovey est désormais le nouveau président du Togo après la nomination de Faure Gnassingbé. Au micro de Ezawe Télévision, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté cette actualité. On regarde. La 5e République du côté du Togo, c'est le schéma autour de ça, c'est ça un peu qui met un peu mal à l'aise simplement parce que je pense qu'on doit pouvoir laisser le droit au peuple de décider de qui va gérer sa destinée. Malheureusement, aujourd'hui, avec le système en place, c'est le Sénat et les députés ensemble qui font maintenant le vote pour pouvoir faire sortir le président de la République, même si c'est à titre honorifique. Alors là, c'est vrai que sous d'autres cieux, nous avons les chanceliers. Quand vous allez du côté de l'Allemagne, on a connu Angela Merkel, on n'entendait que parler d'Angela Merkel, alors que du côté de l'Allemagne, il y a un président de la République. Donc c'est dit quand même que ce n'est pas au Togo ça a commencé. Maintenant, c'est peut-être le contenu des prérogatives qui va peut-être amener les gens à se poser les questions. Les Togolais voulaient faire comme ce que les Chinois font, les Chinois, les Russes. Parce que le Togo a été longtemps dans un régime dictatorial qui ne permet pas au peuple d'élire lui-même son propre président. Donc cette démocratie déguisée ne permet toujours pas au peuple de s'épanouir. C'est le peuple qui élit les présidents. Nous sommes nés au moins 2 ans avant l'indépendance. Donc nous avons vu tous les chefs d'État qui se sont succédés au Bénin. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Donc Gnassingbé, s'il a fini son temps, il n'a qu'à aller se reposer. Ce n'est pas la peine de suivre les Russes et les Chinois. Nous sommes en Afrique. Le président de la République, c'est pratiquement un titre, il est là à titre honorifique, alors que le président du Conseil des ministres est le seul, et à lui seul, il a pratiquement tous les pouvoirs. Et c'est peut-être ça qui frustre un peu
Mais je pense que c'est le système qui est mis en place et comme on appelle, les députés ont voté. Et vous savez que le Parlement, comme on le dit chez nous ici, c'est les représentants du peuple. Et si c'est les représentants du peuple qui valident un tel système, on ne peut que y aller, même si le peuple doit vraiment revoir vraiment la copie du côté, et revoir la copie pour permettre au peuple de vraiment avoir son mot à dire. Cette manière de faire ne permet pas au peuple togolais de s'épanouir parce que le Togo a été longtemps dans une démocratie déguisée qui ne permet pas au peuple de porter haut sa voix. Je crois que avec cette nouvelle institution au Togo, c'est le Parlement qui élit maintenant le président du Conseil des ministres. Ce n'est plus le peuple. Ce n'est plus le peuple. Donc je crois que ce n'est pas un bon régime, selon moi. Le pouvoir est toujours dans les mains de forts. Et c'est ça. Comme les Béninois, hein, les Africains, je vais dire. Les Africains ne connaissent rien. Les gens vont penser que Fort est parti, alors que Fort est toujours le président du peuple. Quand moi j'ai entendu un peu le système, j'ai vu un peu le schéma, la première question que je me suis posée, c'est de dire, est-ce que ceux qui sont autour du président Faure Gnassingbe, si certains parmi eux ne veulent pas eux aussi gérer une fois le pouvoir? C'est la question que je me suis posée parce que je me dis, dans une démocratie, on doit pouvoir quand même permettre aux autres aussi de venir gérer. La famille Adema au pouvoir, c'est quand même plusieurs décennies. Et aujourd'hui, avec la 5e République et le contenu des textes qui régissent la 5e République, je pense que nous sommes partis toujours pour avoir le Fort à la tête pour plusieurs encore mandats. Faure Gnassingbe n'a pas voulu quitter le pouvoir. D'abord, vous avez vu, c'est un vieux qu'il a mis à sa place comme président. S'il voulait quitter le pouvoir, il allait mettre un jeune et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Faure Gnassingbe, il est au pouvoir et c'est tout. Hein. Et puis on parle spiritualité à présent. Le développement de l'Internet et la multiplication des réseaux sociaux poussent bon nombre de jeunes à un changement d'attitude. De passage sur l'émission L'invité matinal de ce mercredi 7 mai, le prêtre de Fa et président du CONASEB, David Kofi-Aza, s'est exprimé sur ce qu'il pense de la pratique de la vente des gris-gris sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook. Suivons ensemble. Personnellement, je pense que les nouvelles technologies ne sont pas à blâmer. Mais à y voir de plus près, on a l'impression qu'au lieu que ça serve réellement à l'épanouissement de l'être, surtout en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne et principalement au Bénin, ça a commencé par détruire l'essence même de nos valeurs endogènes. Et ça a révélé une certaine insuffisance éducative au niveau de la couche juvénile. Ça, c'est ce qu'on observe de façon globale. Maintenant, principalement, quand on vient dans le milieu traditionnel, c'est une situation qui laisse à désirer. C'est une situation très déplorable. Et je dis même, personnellement, je suis souvent révolté quand je vois ces genres de choses sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, en principe, ça devrait être une plateforme qui devait permettre aussi de révéler nos valeurs endogènes, mais pas de les profaner, parce que là c'est de la pure profanation. De la profanation, de commercialiser des savons de chance, de commercialiser des bougies, d'autres, vous appelez ça peut-être Iran, si on peut le dire ainsi, des kpé, par exemple, c'est-à-dire des machines, comme vous l'appelez souvent dans vos jargons, qui amènent à exécuter ou à prendre le contrôle de la conscience des gens, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est une profanation? Pour moi, c'est une profanation. Pourquoi? C'est une profanation à plusieurs égards. Parce que déjà, tout le monde n'adhère pas à tout. Tout le monde n'adhère pas à tout. Ce n'est pas tout le monde qui fait le beau. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le beau, mais qui sont vraiment épanouis et qui ont vraiment réalisé leur vie, qui ont réalisé leur destin, qui sont immensément riches alors qu'ils n'ont jamais touché au beau.
Oui, mais lorsqu'il lance son live, c'est celui qui est intéressé qui vient suivre. Oui, c'est ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la nécessité, parce que, au fait, on surfe sur la précarité des gens. Et si, quand je suis sur les réseaux, je les observe très bien, quand quelqu'un vient dire tout ce que les autres sont en train de faire là, tout ça là, c'est faux. Les autres là ne connaissent rien du tout, voilà comment ça doit se faire. L'autre aussi vient dire tout ce que les autres aussi sont en train de faire, c'est faux. En fait, c'est le narratif qui accompagne la chose qui est très négative. Parce que nous sommes dans un domaine très vaste où il faut vraiment se cultiver pour prétendre connaître quelque chose. Je dis il faut vraiment se cultiver pour prétendre connaître quelque chose. Alors que des gens qui n'ont aucune culture, ni du mécanisme du fonctionnement de la loi divine, ni du mécanisme du fonctionnement du macrocosme, encore moins du microcosme, ni ils n'ont aucune notion du fonctionnement des éléments des trois règnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on lui a fait quelque chose au village et ils vont répéter la même chose. Et puis, c'est ceux-là qui disent que tous ceux qui sont là ne connaissent rien du tout. On parle sport à présent. Le Grand Prix de Cotonou 2025 s'est déroulé ce dimanche 4 mai à Cotonou. Il s'agit d'une course cycliste de 107,6 km disputée sur un circuit fermé qui a vu le sacre sud-africain Renard Janssen van Rensburg. Le reportage de EZAE TV. Renard Janssen van Rensburg est le vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2025. Sur 107,6 km, le Sud-Africain s'est imposé avec autorité après avoir remporté la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. So yeah, we achieved all the goals, more than what we could hope. So we are very happy. Arrivé à la 20e position, Sojede Chilvers Ricardo est le Béninois le mieux classé de la compétition. Une course rude, mais les Béninois ont essayé de répondre aux défis d'une concurrence élevée. Course Badanton course très difficile parce que premier tour le fin est grandi quand il bloque 4 tours le fin mais après dernier point chaud attaque les gens qui a gagné le premier show donc le peloton est cassé. Après je suis fatigué, après je vais remonter pour taper le peloton mais parce que moi il y a 20 ans les bons et les moteurs pas une sprinter à rouler grimper donc on doit avoir un Ricardo Gourat après bien moi que de quelqu'un il moi 5 gars nous comme au même temps après on va se mettre des voix bon bien sûr on va nous donner maintenant pour Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, apprécie la compétition et promet une meilleure organisation l'édition prochaine. Je voudrais particulièrement remercier le président Rajoumé pour cette parfaite organisation. Remercier le président de la fédération et tous les autres présidents qui sont venus soutenir ce tour. Remercier les conseillers qui sont là. Et je voudrais que le conseil puisse s'approprier ce tour. Ce tour, c'est notre tour. Nous ferons en sorte que les années à venir, le conseil municipal fasse mieux. Au total, 77 coureurs ont participé au Grand Prix de Cotonou. Avec ce doublé, Renard Janssen van Rensburg inscrit son nom dans les palmarès du cyclisme béninois et africain. On parle toujours sport, cette fois-ci au plan national. Les Buffles de Paracou se sont imposés à l'extérieur face à US Cavaliers de Niki au terme d'une rencontre âprement disputée. Les Paraquois l'ont emporté sur le score d'1-0, obtenant ainsi 3 précieux points. Suivez les impressions du coach des Buffles à l'issue de la rencontre. Ils sont au micro de EZAE TV. On est content. On avait encore de rebondir après la défaite contre Bani Gansé à domicile et voilà. On est venu, on avait à cœur de prendre les 3 points. La première minute a été un peu compliquée, très difficile pour nous parce qu'il y avait en face une très bonne équipe
Cavalier qui nous a vraiment dominé en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a su faire des aménagements et on a marqué ce but, on a tenu bon. Je pense que c'est une très bonne victoire pour nous et on est très content parce qu'on va encore rebondir. C'est bien de rebondir après une défaite. Dans le même registre, les hommes de Comé ont accroché ce samedi un match nul contre Béké FC. Un score qui permet aux deux équipes de se partager un point chacun lors de cette 30e journée de la Ligue professionnelle. Au micro de ESAE Télévision, suivez l'impression d'après la rencontre. Oui, merci beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter mes poulets parce que jusqu'à hier, je ne savais pas qu'on pouvait livrer le match. Il y a assez de problèmes. Donc je ne vais pas énumérer ici. Les enfants se sont donnés corps et âme. Ils ont puisé beaucoup dans leur énergie. Et je ne voudrais pas tout dire, mais je leur tire un grand coup de chapeau. Puisqu'ils ont suivi les consignes, mais malheureusement, la victoire n'a pas été. Donc, on ne peut que se contenter d'un point. Un point, c'est quelque chose. C'est mieux que la défaite. On dirait, parce qu'on avait envie de gagner, mais avec les 1 point, c'est pas encore mal. On va encore relancer le niveau pour pouvoir atteindre notre objectif. Il y a un peu le déplacement qui a failli un peu à notre performance. Parce qu'ici il fait un peu chaud, mais on a résisté quand même. Bon, on va encore travailler de plus pour que le reste à venir vienne. On aborde à présent le récapitulatif des résultats des matchs de la 30e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Abeille FC s'incline 1-2 face à Real FC. Match nul pour Béké FC et Audio FC. Bonne nouvelle pour Buffle FC qui réussit à s'imposer 1-0 face à Cavalier FC. Même schéma pour Adidja FC et AS Police. Match nul pour Dynamo Dabomey FC et Takuna FC. Idem pour Coton FC et AS Cotonou. Sobemap FC s'impose 3-0 face à Sitatonga FC. Match nul du côté de l'USS Kraké et Aziza FC. Même sort, autant pour moi, pour Baniganse FC et Dadje FC. 2-1 pour Damissa FC et AS Tonnerre en faveur de l'AS Tonnerre. Match nul pour Dynamo FC et Dynamique FC. 1-0 pour Espoir de Savalou et Boa FC. Même score pour Lotopopo FC et Panthère FC. Aspac, de son côté, s'incline face à Ayema FC. Asvo, quant à lui, s'impose 2-0 face à Avranco OMN. Même score pour Dragon FC Jacques, puis JSP FC et Étoile Filante FC. Et voilà, chers internautes, c'est sur ce résultat de la 30e journée de la Ligue professionnelle de football que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.